Que pendant qu'ils écoutaient les bandes magnétiques que je leur faisais dérouler, j'ai enregistré aussi leur réaction et voir comment leurs critères d'appréciation finalement de ces jeux-là. Parce qu'on disait, ah, vous voyez, celle-là, là, elle a duré longtemps, elle a duré longtemps. L'endurance devenait un critère d'importance pour eux. Et puis finalement, quand une se trompait dans un enchaînement de syllabes, hein, parce qu'il y a un entrechaînement, une émet une syllabe, l'autre émet, un peu comme en canon ou un peu comme une locomotive, hein, ah 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 ah. Et s'il y en a une qui fait une erreur, ben, l'autre éclate de rire, soit qu'elle est à bout de souffle, soit qu'elle est consciente de son erreur, et l'autre, bon, finalement, c'est pour ça qu'on a appelé ça un jeu aussi, hein. Mais et ça devenait, finalement, ça a été vraiment une intrigue de recherche pour l'ensemble des membres du groupe, parce que finalement, on s'est posé la question, puis je ne suis pas sûre qu'on a encore la réponse. Pourquoi est-ce qu'on faisait ces jeux-là? Dans le nord du Québec, notamment, et dans la baie du Thon, dans la terre de Baffin aussi, on en a trouvé. Certains ont fait des liens entre des femmes qui chantaient, et ces femmes-là avaient des conjoints qui avaient signé des pactes de chasse. Donc on pense peut-être que pour que la chasse soit féconde, les maris ou les femmes de ces chasseurs-là faisaient des catadzètes pour que la chasse soit féconde, parce qu'ils imitaient des cris d'oies, donc des cris d'animaux aussi. Certains reconnaissaient ça. D'autres ont plutôt associé ça à des rituels chamaniques, par des syllabes sans signification. Donc il y a eu beaucoup finalement d'hypothèses émises autour du catadzèle. Certains disaient non, c'est simplement un jeu, parce qu'ils rient à la fin. Donc le rire pour eux les renvoyait à la notion de jeu, etc. Donc il y a eu une série d'hypothèses, mais finalement les modalités d'appréciation de l'ensemble de ces jeux sur le terrain a certainement eu une influence après sur moi, sur l'importance de se tourner vers les critères d'appréciation des musiques. À partir de quels critères, justement, on aime ou on n'aime pas. On dit que cette performance est bonne ou moins bonne. Qu'est-ce que c'est qu'un bon chanteur? Qu'est-ce que c'est qu'un bon musicien? Et donc, ça a façonné à tel point ma réflexion que, un peu plus tard, quand je suis allée à la Martinique, avec une collègue, Ghislaine Guertin, pour ne pas la nommer, on a mis sur pied une autre équipe de recherche, cette fois sur l'esthétique des musiques. Et on a eu pendant 6 années un financement du CRSH autour de cette réflexion des critères d'appréciation et de jugement des musiques de tradition orale, qui a été très... Mais j'y reviendrai un peu plus tard donc là-dessus. Alors, je ne sais plus finalement où est-ce qu'on en était. Donc, j'étais avec les Inuits pendant quelque temps. Et puis ensuite, donc, on m'a demandé donc, de diriger cette station de recherche. C'est Jean-Benoît qui a demandé ça à Jean-Jacques Nattier, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, après quelques mûres réflexions, en parlant aussi avec mon conjoint, il m'a dit, ben pourquoi pas essayer, j'irai te voir occasionnellement, puis toi, tu viendras de temps en temps. Donc, parce que le contrat n'était pas rien, c'était 1 année au moins. Donc, je partais pour 1 année, seule sur le terrain à la Martinique, où je n'étais jamais allée. C'était pas évident non plus. Mais bon, quand on fait de l'ethnomusicologie, on est prêt à faire à prendre ce genre de défi. Et puis, j'étais prête. Et puis surtout, on me disait que, attention, pour avoir ce contrat, il faut que tu t'inscrives au doctorat. Parce qu'on envoie un étudiant au doctorat. C'était pas nécessairement dans mon planning, mais je venais de terminer ma maîtrise chez les Inuits. Je savais que je ne retournerais plus chez les Inuits pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Donc, je voulais ouvrir vers d'autres voies de recherche. Je me suis dit, bien, si le timing est parfait, la conjoncture est parfaite pour moi, je me lance. Alors, je me suis lancée.
Et je suis arrivée à la Martinique en octobre 1978, je m'en souviens comme si c'était hier, avec mon conjoint qui venait pour une semaine. Et on est arrivé là, il y avait deux personnes créoles qui nous attendaient. Henri, qui conduisait une petite voiture Renault 4, et puis la cuisinière, qui s'appelait Zulma, du centre de recherche où j'allais travailler. Alors donc, on dit oui, c'est Monique Desroches, etc. Donc, il nous amène au centre, et je me souviens d'arriver à l'aéroport du Lamentin, en Martinique. Il pleuvait, mais à torrent. Vraiment, on était en pleine saison des pluies. Alors que moi, je m'imaginais peut-être m'arriver avec la plage et le cocotier. Ben là, c'est pas ça du tout. On arrive avec la pluie. Il commençait à faire nuit parce qu'à 6 heures, en tropique, c'est presque tranché. À 6 heures, c'est la noirceur. Donc, on arrive au centre de recherche à peu près 3/4 d'heure, 1 heure plus tard, sous la pluie. Et là, il y avait une maison, une grande maison, une ancienne habitation du 17e siècle où j'allais habiter. J'avais une grande bibliothèque, il y avait un petit bureau. Au-dessus, il y avait 3 chambres, dont la mienne. Et des chambres vraiment très rudimentaires, où il n'y avait pas non plus de clim, où il n'y avait que des volets qui fermaient plus ou moins bien. Et surtout, la présence de chauves-souris la nuit, qui avaient opté pour l'entretoit de la maison et qui, par centaines, pour ne pas dire des milliers, venaient à tous les jours, toutes les nuits, certainement des centaines, et finalement, à tel point qu'au bout de 2-3 mois, il y avait une odeur qui se dégageait. J'ai demandé ce que c'était, et les gens qui m'avaient accueilli, qui travaillaient avec moi au centre, ont dit, ben ça, c'est la crotte de chauve-souris, il faut enlever ça à la pelle. Donc, j'ai engagé quelqu'un, à chaque 2-3 mois, là, ils enlevaient cette crotte de chauve-souris. Il y avait beaucoup, beaucoup de chauves-souris, parce qu'on était en plein milieu, non pas du milieu sec, mais on était presque du côté de la forêt tropicale, juste avant, et c'était une végétation très dense. Donc, il y avait des fruits, il y avait des insectes, et il y avait même le serpent qui venait parfois avec le petit ruisseau qui coulait à côté de la maison. Alors, j'étais dans un univers vraiment de faune, de flore, d'isolement, de pluie, de montagne. C'était la montagne, on était la forêt très dense, mais des gens magnifiques, extraordinairement sympathiques, accueillants. Et là, ça a tout changé la donne. C'était le contraire de chez les Inuits. Autant il y avait un beau désert blanc, le paysage était magnifique, mais où l'accueil avait été très froid, c'était le cas de le dire. Là, j'avais une nature un peu différente, pour ne pas dire très différente même du Québec, et qui parfois m'effrayait par la grosse... Par exemple, je me souviens des jumping spiders, les araignées sauteuses. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, il y en a en Afrique aussi. Mais c'est énorme, c'est à peu près gros comme ça. Puis ça monte sur le mur comme ça. C'est des pattes velues, mais ça saute aussi. Donc, il y en avait une qui était dans... On avait des chambres pour des chercheurs aussi, parce que j'ai oublié de vous dire que là, j'allais travailler dans un centre de recherche, le Centre de recherche Caraïbe, qui s'appelait le Centre du Fond-Saint-Jacques, dans le nord-est de la Martinique, vraiment le nord, et où j'étais quasiment la seule blanche là, qui était là. Et donc, je reviendrai à mon araignée tout à l'heure, mais je reviens à mon arrivée en saison des pluies. Et là, il me dit, bon, écoutez, on vous a fait un repas, tout est sur le poêle, et vous n'avez qu'à faire chauffer. Puis ils sont partis. Ils reviennent le lendemain à 7h30. À 7h30, puis après, peu de temps après, je vois arriver une autre dame avec 2 jeunes filles de 11 et 13 ans. Alors, elle m'a dit, je suis la tante de Zulma, qui m'avait accueillie à l'aéroport, qui était la cuisinière. C'était sa tante, qui venait parfois l'aider et qui avait travaillé aussi au centre de recherche avant Zulma. Elle était plus âgée que Zulma. Et donc, elle avait 2 jeunes filles. Elle avait déjà 6 ou 7 enfants à la maison. Les 2 dernières étaient là, ou avant-dernières, ces 2 dernières filles, parce qu'elle avait eu un garçon après. Elle a dit, écoutez, j'ai bien compris que vous allez rester seule au centre, et que c'est une grande maison, un peu isolée. J'ai dit oui. Écoutez, il n'est pas question qu'on fasse ça. Si vous êtes seule, si votre mari s'en va, retourne, ça n'a pas de sens que vous soyez seule à la maison, etc., le soir. Ah bon, d'accord. Alors, écoutez, j'amène mes 2 filles, et puis vous allez les garder.
Bon, alors j'ai dit d'accord. J'avais pas pensé ça, mais de toute façon, moi, je trouvais ça un peu ennuyeux, rester seule, la saison des pluies. Et puis, ça a été formidable, finalement, parce que là, j'avais 2 enfants qui partaient le matin, revenaient vers 4 heures à peu près de l'école. Et là, on faisait les devoirs avec eux, avec elles. Donc, je faisais les devoirs. J'ai, grâce à elles aussi, connu d'autres familles, d'autres enfants. Donc, j'ai pu pénétrer ce réseau de famille familiale de Font-Saint-Jacques, de par l'accueil que j'avais aussi pour les 2 enfants. Mais j'ai trouvé ça tellement sympathique de, de ne pas me laisser seule et de m'envoyer ces 2 jeunes filles que finalement, ça a été pour moi un accueil formidable. Sauf, comme je le disais, pour la faune avec laquelle j'ai dû m'adapter grandement, parce que tout était gigantesque, énorme. Il y en avait beaucoup. Des lézards, il y en avait partout. Les lézards, finalement, c'est pas dangereux, ça, j'ai bien compris. Mais j'avais une crainte déjà des araignées. Et je me souviens qu'au centre, on louait 5 chambres pour les chercheurs. Des chambres où on pouvait mettre parfois, c'était des petits lits de camp, parfois on mettait même 3 ou 4 chercheurs même dans une même chambre, qui partageaient une salle de bain avec une toilette et tout. Donc on avait 5 chambres, comme ça on pouvait héberger 15 chercheurs qui venaient en archéologie, d'autres venaient en anthropologie, d'autres venaient travailler sur le bijou. Moi j'étais en musique, d'autres travaillaient sur la plantation, des géographes, etc. C'était formidable parce que finalement, ces gens-là sont venus après la saison des pluies, parce que tout le monde savait qu'en octobre, on ne faisait pas de terrain. Mais moi, j'y suis allée parce qu'on m'a offert cette portion-là pour m'initier déjà au réseau et à la tâche que je devais faire, qui était quand même assez grande aussi. Il y avait une partie d'administration, connaître le personnel, etc. Donc, c'était quand même un défi assez grand, parce qu'il y avait, comme je disais, il fallait faire une recherche doctorale, mais aussi diriger le personnel, s'occuper de l'administration, vendre des bouquins. Il y avait une bibliothèque qui était ouverte une journée par semaine où on accueillait les gens. Donc, c'était pas évident du tout. Et puis, donc, les gens qui venaient habitaient dans les chambres derrière la maison, qui étaient encore plus proches du petit ruisseau. Donc, il y avait plus de petites bêtes qui rentraient par les volets. Et à un moment donné, il y avait une famille de Trinidad, c'était des Canadiens anglais qui travaillaient à Trinidad et qui venaient faire un court séjour à la Martinique, qui est un anthropologue. Et donc, je me suis dit, je vais les mettre vers la dernière. Ils sont habitués à vivre en forêt, à Caraïbes, tout ça. J'aurais pas de problème avec eux. Donc, j'entends la petite fille se mettre à hurler, à crier. J'accours dans la chambre. Qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a une araignée qui monte. Voyons, une araignée. Alors, je viens effectivement pour mettre une espèce de... On appelait ça du bégon. C'est une espèce d'insecticide pour mettre ça sur la bête. Mais la bête saute et puis elle tombe sur le lit de la jeune fille. Alors, vraiment, c'était... Tout ça pour dire, c'est une petite anecdote, mais finalement, faire du terrain, encore une fois, il faut être en mesure d'être capable de vivre en dehors de ses propres critères, normalement, d'avoir un niveau d'acceptabilité assez grand, de ne plus vivre en fonction de ses repères habituels qu'on avait dans son milieu cosy à la maison, mais de vivre avec tout ça. Et quand on est en ethnomusicologie comme en anthropologie ou en histoire, bien, quand on est sur le terrain, c'est aussi toute cette rencontre-là qu'on fait, qui est un autre défi. Et que je me permets souvent aussi de dire à mes étudiants en classe ça veut dire quoi faire du terrain et en quoi c'est différent. Donc, c'est pas simplement aller chercher, encore une fois, la culture de l'autre, mais aussi tenter d'entrer en dialogue avec cette culture en tentant de comprendre les habitudes de vie, qu'est-ce qu'ils aiment pas, etc. Et j'ai compris quand même assez vite à la Martinique que c'était une société matrifocale, matrilocale, ce que j'avais déjà vécu depuis mon enfance avec le Québec, parce que le Québec était très proche de ça. Les femmes étaient très présentes au foyer, l'homme était souvent absent, qu'il soit bûcheron ou ailleurs. Souvent, on a connu ça au Québec. Au début du siècle, c'était une famille très matrifocale et matrilocale. Donc, quelque part, je me sentais chez moi à la Martinique. Malgré cet univers bizarre de la faune et de la flore, je me sentais chez moi par les gens, par les habitudes, les coutumes de vie, par la famille, l'importance de la famille, d'être ensemble et autour de la musique aussi.
Donc, ça m'a permis de faire une recherche intéressante que je développerai tout à l'heure parce qu'au niveau de la recherche à la Martinique, ça a été le départ de toute, non seulement d'une recherche, mais ça a changé complètement ma vie. Parce que moi, je suis tombée amoureuse de ce pays-là et jusqu'à tout récemment, j'y suis retournée. J'ai même un filleul là-bas, j'ai des amis, donc j'y retourne, je parle un peu créole, donc je travaille avec eux encore sur des petits projets. C'est eux qui les initient maintenant. J'ai fait des cours d'ethnomusicologie là-bas, je les ai formés. Donc, on a eu vraiment un échange complet. Je n'étais pas uniquement allée là pour recueillir des choses, mais on a fait des échanges de compétences, de vie. À un moment donné, on a fermé le centre de recherche là-bas. J'ai dit à Zulma, la cuisinière qui m'avait accueilli le premier jour, si on ferme le centre, elle n'avait pas d'autre endroit à aller, elle avait 60 ans. Je dis, écoute, on vient au Québec, on va essayer de te trouver quelque chose au Québec via l'université. Donc, elle a habité chez nous pendant quelques temps. Donc, moi, c'est devenu une amie aussi, donc presque une demi-sœur. Donc, c'est pour dire que le terrain, parfois, ça va au-delà d'une simple collecte de données. Moi, pour moi, c'est vraiment le terrain, c'est une rencontre. Je présente beaucoup le terrain comme une rencontre. On est dans la rencontre, ça clique ou ça ne clique pas. Malheureusement, la rencontre n'a pas pu se faire chez les Inuits, mais elle s'est faite doublement et triplement à la Martinique et après à la Réunion quand j'irai pour d'autres raisons. Donc, ça a été le début de toute une vie, un mode de vie pour moi, et en même temps le début de tout un champ de recherche que j'allais mener pendant presque 30 ans à la Martinique, parce que c'est tellement riche la Martinique. Hein. On pense, moi je me souviens que personne m'avait dit, mon Dieu, j'ai regardé la Martinique sur une carte et puis tu t'en vas travailler dans une région qui est à peine plus grande que l'île de Montréal. Ben, c'était vrai, sauf qu'on se promène du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a pas une Martinique, il y a des Martiniques et je suis sûre qu'on ferait le pareil à Montréal et on trouverait des questions de recherche pendant plus de 30 ans sans difficulté. C'est ce qui m'est arrivé à la Martinique. Donc, je devais donc m'inscrire au doctorat pour avoir ce poste. Je l'ai fait. J'avais décidé de travailler donc sur les musiques créoles parce que je connaissais bien les musiques créoles. J'en écoutais depuis Montréal, depuis le Québec. J'aimais beaucoup cette musique. J'aimais la danse. D'ailleurs, j'ai connu mon mari sur un plancher de danse. J'adorais la danse, j'adorais la musique, j'adorais chanter par la famille, faire du piano, il n'y en avait pas, mais j'allais danser souvent avec les créoles sur des pistes de danse, etc. Donc, j'avais décidé de travailler sur la construction identitaire et le métissage au niveau de la musique, au niveau créole. Puis, donc, j'ai travaillé de octobre à janvier sur cette musique créole. Puis, à un moment donné, vient le directeur du centre, Jean Benoît, dont lui, la spécialité était les tamouls, la musique tamoule, rituel tamoul. Alors, je lui raconte un petit peu comment se déroulait mon terrain, parce qu'il s'intéressait à ça aussi, il s'intéressait aussi à la musique. Il voulait développer donc un champ d'ethnomusicologie à la Martinique. Ce qu'il avait omis de dire, c'est que bon, alors là, Nathier, quand il m'a demandé de travailler là-bas, m'a relaté cette rencontre avec Jean-Benoît autour de la musique. Donc, on voulait quelqu'un qui allait travailler autour de la musique. Donc, moi, je suis partie avec ça. Jean-Benoît vient nous visiter en février, visiter le centre de recherche à la Martinique, et il me dit comme ça, mais pourquoi vous ne travaillez pas sur la musique tamoule? Il n'y a personne qui l'a faite. Mais je dis, je ne savais même pas qu'il y avait des tamouls. Voilà 3 mois que je suis là, personne ne m'a parlé de tamoul. Mais il dit, si, moi je travaille sur les tamouls, mais je n'ai jamais travaillé sur la musique. Mais il y a des tamouls qui sont là, qu'il y a des chapelles, mais on ne les voit pas parce qu'ils sont derrière les plantations. Et quand on passe en voiture, on ne voit même pas un seul temple. Donc, il fallait que quelqu'un me parle de ça. Et j'avais fait le tour pourtant de la bonne partie de la littérature à la Martinique. J'avais rien trouvé sur la musique, autour de la musique tamoule à la Martinique. Donc, intriguée par ça, j'ai décidé d'en parler aux gens. Et là, j'ai compris pourquoi on m'en parlait peu. Parce qu'eux faisaient encore des rituels de transe très différents des rituels des sorciers créoles. Et comme Bastide l'avait déjà remarqué, la sorcellerie de l'autre intrigue toujours, sinon effraie, parce qu'elle est étrangère. Donc, eux craignaient un peu les créoles par
pour leur cérémonie rituelle et leur rituel de transe. Et peut-être est-ce pour ça qu'on m'en avait pas parlé, mais aussi le tamoul était plus ou moins bien accepté dans le milieu encore. Il était parfois victime d'ostracisme, parce qu'il faut savoir que les Tamouls sont venus après l'abolition de l'esclavage à la Martinique, comme à la Guadeloupe, comme à Trinidad et à la Réunion aussi, Maurice, après l'abolition de l'esclavage, donc pour prendre la relève de la main-d'œuvre noire qui ne voulait plus travailler dans les plantations. Donc, les Noirs, alors fuyant la plantation, le maître planteur s'est trouvé à une pénurie subite de main-d'œuvre et s'est tourné vers la France. Et la France avait des comptoirs d'échange en Inde du Sud notamment, Pondichéry, etc. Donc, tout le Tamil Nadu. Et finalement, c'est comme ça qu'on a fait venir sous contrat entre 1883, non, c'est de 1853 à 1883, une période qu'on appelle d'immigration réglementée, qu'on a fait venir des Tamouls de l'Inde pour venir travailler à la Martinique et à la Guadeloupe. Mais ils n'étaient pas bienvenus parce que finalement, ils permettaient au système de plantation de se perpétuer alors que le noir voulait s'en départir, en fait. Ils fuyaient ce système. C'était la fin de l'abolition de l'esclavage. Donc, leur arrivée au Tamoul n'était pas toujours bienvenue. Et ça, quand j'étais là, dans les années 70, il y avait encore des gens qui les désignaient comme bondiers coulis, qui est un terme très péjoratif, parce qu'ils parlaient, en fait, ils invoquaient une divinité, leur bondier, hein, créole bondier. Coulis, c'était les cheap labor. Donc, les bondiers coulis, c'était un peu méprisant. Et c'était comme ça. Il y en avait des Tamouls dans mon petit village aussi, mais on leur parlait plus ou moins. Donc, moi, je faisais un peu comme mes créoles, ma famille créole qui m'avait invité. J'étais au départ tout près d'eux. Mais finalement, quand j'ai voulu aller à l'extérieur de ce réseau, là, j'ai vu qu'encore une fois, que le terrain, c'était pas si évident parce que autant il faut se faire... On observe les gens, nous, en tant que scientifiques, hein, on est là pour ça aussi, mais eux aussi nous observent. Et eux aussi nous adoptent ou ne nous adoptent pas. Hein, et donc, ils ont vu dans un premier œil un peu mal. Ils ont cru que je les délaissais en faveur des Tamouls. Parce qu'à un moment donné, c'était le dimanche qu'avaient lieu les cérémonies tamouls. Dimanche, parce qu'il y a eu un syncrétisme avec la religion catholique. Ils étaient tous baptisés, portaient des noms chrétiens, avaient parfois des surnoms. Donc, il y a eu un syncrétisme dont je reviendrai tout à l'heure, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Mais à un moment donné, un dimanche, un des prêtres tamouls est venu me chercher pour aller à une cérémonie qui avait lieu à Gradis, tout en haut de la Martinique. Et là, la cuisinière, comme le jardinier qui était là, ils ont dit « Mais pourquoi tu vas là? Fais attention parce qu'on ne sait jamais. Il y a eu des gens qui ont été retrouvés décédés auprès d'une voiture. Il y avait beaucoup d'argent autour d'eux. On ne sait pas quelle tractation ça fait. » Il y avait toutes sortes de mythes et de croyances populaires autour de la présence des Tamouls à la Martinique qui m'avaient jusqu'alors jamais été révélées. Mais de par mon contact avec eux, ces gens-là ont montré combien il est... peut-être pas les méprisaient, mais en avaient peur. En tout cas, ils étaient un petit peu effrayés par le fait que j'allais seule là-bas. Mais quand ils m'ont vu revenir sain et sauf la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la 10e fois, la 20e fois, là, après ça, donc, ils ont commencé à dire, ben, est-ce qu'on peut aller voir avec toi? Donc, finalement, petit à petit, le dialogue et le contact s'est fait entre les Tamouls avec lesquels je travaillais et puis le centre, le personnel du centre avec lequel je travaillais aussi. Mais la musique que j'ai trouvée là-bas, autour des cérémonies, était encore une fois assez intrigante, si bien que j'ai délaissé le côté créole. J'ai décidé d'en faire l'enjeu majeur de ma recherche doctorale. Je n'ai pas délaissé le créole, mais j'ai décidé de ne plus axer mon doctorat sur la musique créole. Je les ai mis un petit peu en veilleuse pour me concentrer sur cette musique tamoule qui était intrigante à plus d'un titre. D'abord, c'était une musique redondante. Hein, c'était toujours les mêmes patterns qu'on jouait. Ça se faisait autour d'un tambour cylindrique comme celui-ci.
on pourrait dire que c'est un cylindre, et puis sur lequel on frappait avec deux baguettes de factures différentes, un bâton cylindrique qu'on faisait alterner entre le centre et le rebord du tambour, et puis une petite baguette, un petit balai, qui ne faisait que frapper le côté du tambour. Donc, il y avait une rythmie redondante, mais il y avait une performance, c'est-à-dire une modalité de mise en acte de ce rythme, ou de réaliser ce rythme, qui était intrigante et qui était inconnue à la fois des créoles, parce qu'on ne jouait pas le tambour belay avec lequel on accompagne les danses créoles. C'est un tambour sur lequel on se met à califourchon, qui est fait d'un baril désuet. Et donc, celui-là n'avait rien à voir avec avec le tambour créole, puisque c'était fait avec une roue désuète. Ça ressemblait plus à un tambourin, mais qu'on jouait avec deux baguettes et qu'on portait à l'épaule à l'aide d'une courroie. Donc, première interrogation, pourquoi ce nouveau tambour? D'où venait-il? Pourquoi les créoles ne l'utilisaient jamais dans la musique, alors qu'on faisait beaucoup de métissage par ailleurs avec la France et tout ça? Là, ça semblait être un répertoire unique sur lequel on n'osait pas venir. C'était comme une espèce de terre sainte ou chasse gardée qui était intrigante pour le chercheur que j'étais. Et donc, déjà au niveau de la première vue de cette pratique, je me disais, mais pourquoi ça se passe ainsi? Ensuite, à un moment donné, j'ai vu qu'ils changeaient de rythme, mais sans qu'il y ait aucun échange entre eux. Ils étaient toujours entre 3, 5, 7 ou 9 tambourineurs. Et puis, finalement, au cours d'une cérémonie de 3 heures, j'avais pu identifier 7 rythmes différents que j'ai appelés battements de tambour après, parce que je voulais tenir compte de la performance, c'est-à-dire le jeu des baguettes, et non pas une rythmie au sens abstrait du terme, parce que pour moi, ça a été un nouveau concept important, le concept de performance, qui allait au-delà de simplement une systématique musicale formelle, abstraite, mais qui implique le musicien, le corps, la façon de frapper, la façon de jouer et la façon de le recevoir aussi. Donc, ce seul petit tambour-là, de par sa nature très peu originale, qu'on peut voir sur la pochette de Tambour des dieux, donc, et qu'on fait réchauffer au-dessus d'un feu pour tendre la peau. Donc, c'était la façon avec laquelle on tendait la peau. Ça voulait dire donc que la richesse du son était importante puisqu'on s'arrêtait pour tendre la peau. Ça veut dire que là, à partir d'un moment, le son était peut-être trop bas. Donc, on voulait hausser la tonalité. Donc, on allait faire ça. C'était à la demande d'un chef tambourineur. Bref, toutes sortes d'attitudes comme ça qui me disaient, c'est pas pour rien, c'est pas le fruit d'un hasard. Et il faut que je connaisse à tout prix ce langage tambouriné et cette performance spéciale et ce tambour spécial qu'on ne retrouve ailleurs, pas ailleurs. On ne le retrouve pas du tout dans la musique créole martiniquaise.